aussi beaucoup travaillé avec, je me rappelle à l'époque, ça existe peut-être encore, Amis JD, où on formait des JD, non pas être psychologue, mais être la première porte d'écoute pour ces entrepreneurs qui, justement, n'avaient pas cette capacité de résilience et qui, en accumulation de crise, perdaient un peu le cap, perdaient la capacité à pouvoir se relever le matin pour aller travailler. Et donc, c'est important dans ces moments de les accompagner. C'est pareil pour l'entreprise, hein. Darwin disait ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui survivent, ceux qui s'adaptent. Donc, quand on parle un peu de résilience, on pourrait parler d'adaptation. Et je pense qu'il faut même aujourd'hui parler plutôt d'anticipation. C'est-à-dire que la vraie résilience de demain, ça ne sera plus l'adaptation, parce que l'adaptation dos au mur, quand on est sur un sujet comme celui de la résilience de l'humanité autour de la capacité à changer de modèle économique sur le grand défi qui est le nôtre autour du changement climatique, là, ça demande une forme de résilience tout azimut dans l'entreprise. Donc, on ne peut plus être attentiste à se dire, comme le disent certains aujourd'hui, sous une forme de résilience qui, à mon avis, n'est pas la bonne. Il y a un petit bruit de son de fond qui dit c'est pas grave, on s'adaptera. Hein, donc, s'il nous tombe des cailloux, on fera des parapluies blindés. Et je ne pense pas que ce soit la solution. Donc la solution pour moi, c'est effectivement de se mettre en capacité de regarder ce monde qui évolue, de regarder les défis qui sont les nôtres et de changer. Et donc tout ça, ça appelle aussi à la capacité de conduire le changement si on veut être résilient. Et c'est très compliqué, notamment dans un pays comme la France, la conduite du changement. Les changements souvent se font quand les gens sont dos au mur et qu'ils n'ont pas le choix de les faire. Donc l'individu va tirer la corde en espérant qu'elle ne casse pas et va changer à un moment donné uniquement quand il pourra. Donc première idée sur cette idée de la résilience, c'est accompagner la réflexion, accompagner le changement en essayant d'être un roseau. On peut plier par les forces contraires qui viennent face à nous, mais on doit résister et s'adapter et contourner. Alors que si on est un chêne robuste, puissant, avec des fortes racines, c'est quand même un arbre formidable, et malheureusement, par les grandes tempêtes, on s'arrache ou on se casse. Michel, est-ce que dans ton expérience, tu as eu à véritablement expérimenter la résilience? Parce que souvent, on ne met pas ce mot-là sur un événement vécu, et finalement, c'est de la résilience. Donc, est-ce que dans ton expérience professionnelle, entrepreneuriale, ou peut-être même au CJD, tu as eu à vivre des événements qui t'ont poussé ou acculé au mur, comme tu le dis, et qui t'ont forcé à te réinventer finalement? Oui, oui, alors c'est intéressant, justement, cette question-là d'adaptation. Je pense il y a des époques comme ça dans sa vie où on vit des grands bouleversements. Moi, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, mais ça m'est arrivé en 2012. Et en 2012, j'ai perdu mes trois familles en même temps, en 6 mois. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai quitté le centre des jeunes dirigeants, puisque j'ai quitté ma présidence, puisqu'au CJD, vous le savez, on a une présidence tournante de 2 ans, donc on n'est pas rééligible. Mais quand vous êtes président national, vous êtes accueilli partout, vous voyagez partout dans le monde, vous êtes accueilli dans les ministères, et du jour au lendemain, vous passez de tout à rien. Et là, je sais que depuis, le CJD a créé un certain nombre d'outils d'accompagnement des présidents sortants, justement à pouvoir gérer ce grand vide abyssal, d'être hyper actif dans la lumière avec beaucoup de projets, et du jour au lendemain, quand on a passé le relais, d'être plus rien. Donc ça a été ma première grande perte en 2012, c'est d'avoir du jour au lendemain, prenez votre valise, vous videz votre bureau, et puis le téléphone ne sonne plus, entre guillemets, bien sûr. Il y a toujours des réseaux et des amis qui vous appellent, mais il y a quand même un grand vide. J'ai divorcé cette année-là, et puis j'ai liquidé, mon entreprise a été liquidée du fait de la crise économique de 2008 et des impacts dans le monde de l'aérien sur la sûreté aéroportuaire. On a eu des graves difficultés économiques et on a fermé l'entreprise. Et donc, je me suis retrouvé au mois de juillet-août 2012, globalement, dans un grand néant absolu, sans absolument rien, et à devoir reconstruire une vie amoureuse, une vie familiale, une vie professionnelle et une vie personnelle. Et je me rappelle d'un moment très, très précis où vraiment j'étais au bout du bout du bout, j'étais sur la route dans ma voiture et je me disais, mais comment en fait on peut aller plus loin que ça dans la vie, quoi. Et là, tu as envie quasiment de prendre une corde et de te suicider parce que tu as l'impression que tous les astres sont contre toi. Et puis, quand tu fais quand même quelque chose, tu ne restes pas immobile, puisque la résilience, c'est justement pas
attendent trop tard et comme je le disais tout à l'heure, anticiper, comme plein de graines avaient été semées préalablement, eh ben, ça m'a permis de pouvoir rebondir et j'ai pu rebondir dans mes métiers et j'ai eu des propositions de poste et je me suis reconstruit. Qu'est-ce qui a été le plus dur, Michel? La vie amoureuse, la vie professionnelle, le CJD? Je dirais d'un point de vue personnel, le CJD. Ok. Parce que c'était une famille vraiment, et ça me prenait 5-6 jours par semaine, donc j'étais très 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 engagé, donc la rupture elle est forte. Le deuxième, c'est forcément la famille, parce que les divorces, ça provoque forcément des ruptures amoureuses, c'est clair, avec la personne avec laquelle on vit, mais surtout des difficultés pour les enfants, et moi-même ayant été un enfant de divorcé, je voulais pas faire vivre ça à mes enfants, mais bon, à un moment donné, force est de constater que bah, quand vous faites des parcours un peu bizarres, ou un peu différent, il y a un peu une forme d'éloignement et quand vous n'arrivez pas à retrouver des projets ou à mettre de la dynamique, ben vous avez soit vous êtes résilient dans votre couple et vous arrivez à le sauver, soit vous n'avez pas fait ce qu'il faut avec la part de responsabilité partagée qu'on doit tous avoir et vous êtes obligé de rompre tout simplement parce que le contrat n'est plus, voilà, selon vous, à la hauteur des enjeux, ou c'est pas, ou cette vie-là, vous n'avez plus envie de la vivre, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ça peut arriver dans plein de choses. En tout cas, Je, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt quelque chose que l'on subit au lieu de quelque chose que l'on choisit. je profite pour prendre une question dans le chat où on dit, j'ai entendu parler des 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression. Désolé pour l'indiscrétion. As-tu réussi à éviter le troisième D? Alors, Dépression. c'est C'est une très notre bonne ami question. c'est notre ami Olivier Torres qui parlait des 3D, hein. Olivier Torres étant prof de management à l'Université de Montpellier, il a créé l'Observatoire à Maroc, hein, et il a créé son entreprise à ce moment-là et on a monté avec Olivier un grand test auprès de 250 chefs d'entreprise sur la santé des entrepreneurs. Parce qu'on s'aperçoit que même si l'origine de la médecine du travail en France a été créée par les Italiens, les artisans italiens, le chef d'entreprise en France, dirigeant de PME non salariés, effectivement, n'est absolument pas suivi. Et comme le dit de façon humoristique notre ami Torres, il dit on a plus de statistiques en France sur la santé des baleines bleues que sur celle des entrepreneurs. Et pourtant, il a pris cette légende amérindienne à Maroc qui est assez intéressante, puisque cette légende, elle explique comment les loups qui chassent le caribou protègent en même temps le caribou pour avoir toujours à manger. Et donc, il dit, je trouve dommage qu'en France, on ne prenne pas soin des entrepreneurs, ceux qui font, hein, la PME, TPE, tourner l'économie, tourner le pays, qui créent l'emploi, qui sont dynamiques, qui sont dans l'innovation, et ces gens-là sortent du spectre. Et donc, les 4D, c'était effectivement le dépôt de bilan. Souvent, le dirigeant PME, TPE, les seuls revenus de la famille, donc derrière, plus de revenus de famille, disputes, complications économiques, divorce. Et puis derrière le quatrième D, hein, donc c'est le décès, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, il y en a qui décèdent, hein. On a un chef d'entreprise par jour qui meurt en France et qui se suicide. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il y a des très beaux livres qui ont été faits par des entrepreneurs, notamment un photographe que j'ai rencontré, qui m'a offert son livre, qui a vécu aussi cette aventure-là. C'est très très compliqué et c'est là où on a la chance, par exemple, d'avoir un réseau comme le Centre des jeunes dirigeants, où on peut avoir des gens qui nous accompagnent. J'ai souvenir, moi, d'un JD sur Nantes, avec qui j'ai échangé récemment sur Facebook et qui sortait d'ailleurs son plan de redressement judiciaire de son entreprise et qui, comme il avait bien rebondi, avec 3 ans d'avance, allait solder la dette qu'il avait au tribunal de commerce et sortait son plan de redressement et qui nous expliquait très très bien, il avait expliqué ça d'ailleurs sur une rencontre du réseau CJD, que lui, il avait eu un épuisement professionnel et le matin, il ne pouvait plus se lever. Il n'arrivait plus à se lever de son lit. Ce sont des JD qui ont été tous les matins le chercher chez lui, l'emmener dans son entreprise, essayer de le mettre au travail. Mais tu as quoi à faire aujourd'hui? Tu fais quoi d'habitude? De manière à ce qu'il puisse reprendre petit à petit des forces et qu'il puisse revenir à un mode où le cerveau revient en dynamique. Alors que quand on est en épuisement complet, globalement, il n'y a plus du tout de capacité à pouvoir réagir, réfléchir, interagir avec les autres. On est une espèce de lavette, quoi. On n'est plus rien, quoi. Donc, c'est important dans ce moment-là d'avoir des réseaux comme le centre dirigeant qui sont, à mon avis, des forts leviers d'accompagnement et qui évitent des drames. Voilà, qui évitent des drames. Donc, moi, je suis passé à côté du drame. Merci pour la question des 4D. Mais ouais, elle est Tu importante. t'es arrêté au troisième.
Voilà. Et donc, il faut noter ces signaux-là quand on a un chef d'entreprise, voilà, qui vit ce type de difficultés. Ça veut dire qu'il faut vraiment l'accompagner. Merci Michel. Michel, j'aimerais revenir très brièvement sur un concept que tu nous as partagé hier. C'était l'économie au service de la vie. Et je trouvais le parallèle avec l'économie au service de l'homme très intéressant. Puisque nous avons, je crois que c'est au Maroc, qu'aujourd'hui le PDN du CJD Maroc porte ce projet de mandat qui est l'économie au service de la vie. Et je trouvais ça, le parallèle avec ce que tu disais hier, très intéressant. Après ça, on repartira sur notre sujet de résilience post-Covid ou pendant le Covid. Je ne sais pas encore si on est passé à l'étape post. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais beaucoup que tu nous partages ce que tu nous disais hier à propos de l'économie au service de la vie. Ben, écoute, on est vraiment dans le sujet de la résilience, du coup. Je vais le faire comme ça, je vais rester dans le sujet. Pour moi, ce n'est pas antinomique. Au contraire, je pense que c'est le sujet phare. C'est-à-dire que si on ne change pas d'indicateur, à l'instar du PIB, hein, du produit intérieur brut, qui est l'indicateur phare sur l'état économique du pays, ça ne donne pas l'état du bonheur, l'état de la capacité des gens à s'émanciper, l'état de la capacité des gens à travailler, à être fédérés, à être ensemble, à vivre ensemble, à avoir un projet commun. Ça donne juste l'accumulation de richesses du pays d'un point de vue économique. Et même quand on va ramasser des cadavres sur la route, ou qu'on a vécu cette crise sanitaire où l'État a injecté quelques centaines de milliards pour sauvegarder l'économie et c'était plutôt pas mal, ben ça rentre dans le PIB. Donc on dit voilà. Et donc, tant qu'on met l'économie au service de l'homme, on est encore sur l'idée de Descartes et on place encore l'homme au-dessus de tout. On place l'homme au-dessus de la nature et on place l'homme donc au-dessus du vivant. Et donc de basculer en disant qu'il ne faut pas mettre l'économie au service de l'homme ou pas que de l'homme, bien sûr, hein, mais mettre l'économie au service de la vie, pour moi, ça a deux gros avantages, me semble-t-il. Premièrement, ça fait prendre conscience que l'être humain est un organisme vivant, que l'entreprise est un organisme vivant, qu'on va tous avoir un cycle de vie ou des cycles de vie. Chez l'être humain, il n'y en aura qu'un. Hein, on va naître, on va croître. Une fois qu'on accroît, on va être sur un espèce de plateau, hein, là j'y arrive, vers la cinquantaine. Là, et puis à la fin, ben, on va décroître. Hein, nos cellules vont petit à petit passer du côté obscur de la force. Et puis, il va nous arriver ce qui arrivera à tout être humain, c'est-à-dire la mort, même si on tente d'y échapper par la recherche, etc. Et que l'espérance de vie a quand même augmenté avec la capacité de l'homme à pouvoir prendre soin et puis à soigner tout un tas de maladies. Donc, il y a cette partie-là. Et pour une entreprise, c'est la même chose. Si on voit l'entreprise et son économie comme un système vivant, il faut voir l'entreprise comme un écosystème de vie. Et donc, à ce moment-là, il faut prendre le même principe que pour un être humain, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va naître, elle va croître. Et puis après, c'est là où la résilience est intéressante, c'est qu'elle va être obligée parfois de se réinventer ou de mourir. À l'instar de Kodak, hein, qui est souvent un exemple pris en compte, hein, qui était numéro 1 mondial de l'appareil photo et de la photo argentique, qui avait tous les brevets du numérique, qui avait même les ingénieurs en interne qui avaient développé des processus industriels pour changer le modèle. Mais ils étaient plutôt un chêne, ils n'ont pas vu le tournant passer, ils ne se sont pas réinventés et leur modèle est mort. Et donc, ils sont morts avec. Et c'était en 2012 hein, qu'aux États-Unis, ils ont mis en place le Chapter 11, qui est l'équivalent chez nous de la liquidation d'entreprise, et que cette entreprise a fermé. Donc, l'économie au service de la vie, tout simplement, c'est de changer d'indicateur, de changer de vision sur la finalité de l'entreprise et de se dire à quoi sert l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, elle sert uniquement à être mise au service de l'homme, et on pourra se poser la question de quel homme? De quel homme? Est-ce que c'est l'actionnaire? Est-ce que c'est l'homme salarié, l'homme client, l'homme fournisseur, l'homme écosystème? Est-ce que c'est l'homme, si on achète à l'étranger, qui fait travailler des enfants à l'autre bout de la planète et on s'en fout, parce que notre modèle économique, bon, on achète, ben oui, ben on achète dans ce pays-là, et des fois on n'est pas très regardant sur ce qui se passe, voyez? Alors que si on passe sur une idée de mettre l'économie au service de la vie, on va devoir mettre en place ce que le CJD a créé dans les années 2000, hein, qui a fait suite à toute son histoire, à sa réflexion de l'entreprise citoyenne, et qui est sorti purement de la finalité de l'économie au service de l'homme pour élargir l'écosystème des parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire se dire que l'entreprise, elle a aussi une finalité sociale,
c'est-à-dire son corps social, l'ensemble de ses collaborateurs. Elle a aussi une empreinte sur le territoire. L'entreprise citoyenne, c'est l'entreprise sur son territoire. On le sait bien, si on a un territoire moribond, sans école, sans route, sans infrastructure, sans économie qui tourne, une entreprise ne peut pas se développer dans le désert.